Yukui, whose books have been translated into a dozen languages already. And all I can say is that Yuk developed his thought in a permanent dialogue with Bernard. Both of them co-taught a master class at the China Academy of Art. And I think that today Yuk is going to develop this dialogue in his talk titled Bernard Stiegler and Post-European Philosophy. Bon, merci beaucoup. Je voulais remercier Anne et Mira pour organiser le colloque consacré à Bernard. Et ça me permet aussi de revoir la famille de Stiegler il y a 2 jours et de revoir les amis que je n'ai pas vus depuis 3 ans. Et en particulier à mon cher ami Peter Lemons. Grâce à lui, je dois porter des masques. Alors, en fait, je n'ai pas terminé mon article. Et faute de temps, je n'arrive pas à terminer mon article, donc je n'arrive pas à le traduire en français. Et faute de temps, je ne vais pas aussi prononcer l'article entier. Donc je vais dire quelque chose, je vais prononcer peut-être la moitié de mon article. Voilà. Mais après, comme vous voulez, vous pouvez aussi poser les questions en français. Et voilà, donc je vais commencer. Le titre est Bernard Stiegler et la philosophie post-européenne. C'est une réflexion sur un article que Bernard a écrit après la mort de son maître, Jacques Derrida. Le titre de son article portait le titre, peut-être que tu peux montrer, La pose de Charin ou l'accident franco-européen de la philosophie d'après Jacques Derrida. Alors donc mon article est une réflexion sur cette citation de Bernard. Alors, je vais lire. Ah, bon. Je ne sais pas la citation. Ce qui fait l'Europe, c'est la philosophie. La philosophie est européenne de façon intrinsèque. Elle en aurait servi dans la tradition européenne, justement, de façon essentielle. Mais je ne le dis pas. Et ce non-emploi du mot essence et de la référence à l'être signifie aussi, en l'espèce, que la philosophie est désormais appelée à devenir mondiale. Et ce, avec la technologie qui a quitté l'Europe, qui s'est répandue sur tous les continents, ce que médiata beaucoup Valéry. Car la nécessité européenne de la philosophie est technologique, c'est-à-dire l'hypnoséique. Et l'accidentelle, précisément en cela. Et l'avenir de la philosophie passe par là. C'est une citation qui m'a intrigué pendant les presque 10 ans passés. Je reviens souvent à cet article de Bernard. Donc je vais présenter en 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est ça, l'esprit de la philosophie européenne. Et là-dessus, je vais prononcer en anglais. So how should we think of this statement of Bernard Stiegler, written after the death of his mentor, Jacques Derrida, regarding the future of European philosophy and its relation to technology? We are reminded here that philosophy is European in a strict way. Like what Derrida said in Shanghai 3 years before his death. Or more precisely, on 9/11 of 2001, the day when Derrida arrived in Shanghai and was received by his host at the French embassy. It is reported that during the reception, Derrida said to his Chinese colleagues,
China didn't have philosophy, but only thought. We don't know if Derrida used the present tense or the past tense for the verb have, avoir, because in Chinese there is no tense, no time imposed on the verb, and maybe therefore no historicity with a teleological sense. The shock that Derrida has produced among his Chinese colleagues is not much lighter than the experience on the same day of the collapse of the Twin Tower in New York. 20 years later, the verdict of Derrida still haunts the Chinese intellectuals, like what Osama bin Laden has done to the Americans. There is no doubt that philosophy is European, not the least that it is a Greek term, the love of wisdom, but the philosophy in the European sense is first of all a philosophy of being, a thinking of essence. Derrida consoled his Chinese colleagues by humbly declaring that he didn't mean to depreciate Chinese thought. It is just because European philosophy is born, or was born historically in Greece, and it carries in itself this tradition as its own destiny. This question of being fashioned the philosophical inquiry of what is called the Occident today. Being is revealed through logos. Therefore, we can understand the term logocentrism without negative meaning. This theoretical effort to grasp being as such and being in its totality, according to Edmund Husserl, distinguishes European philosophy or the Greco-European philosophy science from the other so-called philosophies in India and China. It is because the former is grounded in theory and the later in practice. The former progresses towards the universal and the later is limited to the local. They are thought and no philosophy. Maybe we can even say that the universal, quote, rational, is what Husserl characterizes as the image of the European spirit. So maybe next slide. So I quote here Husserl in his speech in Vienna in 1935. The spiritual image of Europe, the geistliche Gestalt Europas. What is this? What is it? It is existing the philosophical idea immanent in the history of Europe, of spiritual Europe. To put it another way, it is its immanent teleology, which, if we consider mankind in general, manifests itself as a new human epoch, emerging and beginning to grow, the epoch of a humanity that from now on will and can live only in the free fashioning of its being and its historic life of rational ideas and infinite tasks. Husserl told us the spiritual image, the geistliche Gestalt of Europe, is a teleological, driven by the pursuit of rationality. This teleology is not only European, but rather humanity in general. The crisis of European spirit for Husserl is because it is declined to naturalism and objectivism. So the phenomenological method stands as a candidate to rescue the European science from its decadence. It is not our question today to judge if Husserl's solution still holds. What interests us here is how logos constitutes the principle of European thought. Derrida and Stigler deconstruct this European ideal of logocentrism as well as Husserl's phenomenology with techne, namely, or supplements, namely to show that logos is not sustainable without techne, and to show that idealization, insofar it is not mere ideation, exists only in a technological sense. So the big difference between idealization and ideation. Therefore, Derrida as well as Stigler add to Husserl's claim that if philosophy is essentially European, it is not only that there is the pursuit of the theoretical logos, but also because there is a specific relation between logos
and techne. In addition to what Derrida's caricature of European philosophy as logocentrism, Stigler supplements him with a techno-logocentrism. The techno-logocentrism is in a complicit relation with the European monotheism, in the sense that firstly, Christianity attempts to integrate the Greek philosophy into its teaching. It also has to suppress and integrate the techno-logos. However, because the techno-logos produces always hubris in the form of excess, and at a certain moment in the European history, it radically broke with theology and reordered the secular world. The relation between logos and techne is essentially anamnesic, as we all know in the work of Bernard Stiegler, because technes is the support of memory and thinking. It is the externalization of memory and which allows an internalization as a remembering. Secondly, this relation is also accidental. Such as technology is accidental to the European logos, according to Stigler, for whom technology is essentially accident or accidental necessity. In the Greek mythology, and Ludovic has already invoked earlier, this accidentality was expressed in the original thought of Epimetheus and the second thought of Prometheus as a compensation and supplement, as it was taught in Hesiod, Work and Days, and Theogony, and Plato's Protagoras. This mythological origin of technology in the European culture lies in the thought of the Titan Epimetheus, who forgot distributing skills to the human after he has done so to all other living beings, and it consequently led to the thought of his brother Prometheus, who stole fire from the Olympian gods to give equality to the qualityless human species, who are standing naked in the forest, waiting to be torn apart by animals. This thought becomes a default, a necessity, or what Stigler says, le défaut qu'il faut, namely the becoming necessity of the accident. This mise-en-scène of the mythology of Prometheus and Epimetheus as the winners of the birth of European philosophy, for Stigler, reveals the intimacy between logos and techne and the particularity of this relation. If a philosophy is intrinsically European, it's because European spirit is the history of techno-logos, but not only logos. European philosophy is contingent, yes, is that which made such a contingency necessary, universal and ideal. This historical progress is teleological because it demands a self-consciousness of the spirit, which was already made clear by Hegel in his phenomenology, and who was able to theorize the absolute spirit by taking these accidents as the necessary medium towards the absolute, the cunning of reason of history. Authors such as Husserl, Valéry, Patočka, and I would like to go into Patočka later, writing in the 20th century about the crisis of Europe, or European philosophy, European thought. They somehow took up the Hegelian concept of spirit, which, as Derrida noted, is nothing traditional, but rather modern. If this spirit is fundamentally technologos, affirmed by Stigler, then we must also understand that the globalization that we witnessed is only the continuation of the colonization of such thought, of such spirit. And we must also admit that a true dialogue, or what I prefer to call, and later I would like to explain, an individuation of thinking didn't yet take place. At most, we could only talk about the reflection of Europe itself, but not the individuation of thinking. The philosophical and technological system which the moderns inherit today is essentially European and accidentally American. The inheritance is achieved through hundreds of years of modernization, colonization, globalization of its industrial capitalism. Today we are in an epoch of disorientation
and that is the subtitle of Bernard's second volume of Technique and Time. But it is not only a loss of orientation, but also a disorientation, the loss of the Orient and the Occident. I skip this. So we come to the second part, the constitution of a post-European philosophy. Actually, it's the next slide. Right. So one may argue that Europe, though exists as a political unity today through the formation of the European Union, is fundamentally fragmented, as we still see today the differences between countries within the European Union, as well as the EU countries and those not yet integrated into this political unity. Therefore, to claim an European philosophy must first of all recognize its plurality, its multiplicity, and the irreducibility of the different ways of thinking within European philosophy or European thought itself. There have been Greek philosophy, German philosophy, French philosophy, British philosophy. However, they are manifestations of the European spirit if we follow Rousseau here. And this is why Paul Valéry, Rousseau, and Patočka could talk about the crisis of European spirit and Europe as an idea. French philosophy is an accident of the spiritual life of Europe, as Stigler said in this article dedicated to Derrida, because it is the appropriation of something non-French, namely German philosophy, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, etc. The essence of French philosophy is not because it is a nationalist philosophy, or maybe you can tell me more. And it is because French philosophy, in comparison with its German precursor, is able to take European spirit further than its contemporaries. It is a singularity of the development of European philosophy, and this singularity comes out of a process of individuation. I take the term individuation in the sense of Simondon, and I must emphasize that the concept of individuation is not only central to Simondon, but it's a fundamental to the political critique of Bernard. We cannot avoid this notion of individuation. Individuation presupposes a system full of incompatibility and tensions. When a threshold is reached, the system started to destructuralize and then restructuralize before a meta-stability is reached. Simondon often gives the example of crystallization. For the future of European philosophy, if Europe will continue to be philosophical, in the diagnosis of Stigler, it will have to seize this technological accident of its globalization. So right after the epigraph, which we have cited, Stigler says, bref, l'Europe est appelée à devenir mondiale, à exister au plan mondial avec sa philosophie, faute quoi il mourra. Et il ne le deviendra qu'en se déseuropéanisant. Et ne demeurera dans le monde à venir. Et non d'avenir. Autrement dit, que si elle sait faire en sorte que sa philosophie devienne mondiale, et par elle-même, on coupe la pensée d'un caractère intrinsèquement accidentel de la pensée, et en cela, un caractère intrinsèquement non européen de l'Europe et de son avenir. However, we ask, isn't European philosophy already global? Considering that in all universities in the world, that in the philosophy departments, everyone has to study European philosophy. What does he want to say by turning philosophy into something global? Is a Stigler claiming here for domination? Or he means to say the opposite, because he proposed that this becoming will also demand a de-Europeanization. But what does it mean exactly to be de-Europeanized itself? Does it mean becoming other, like Asian, African? The above quote that I just read ends with a footnote, a reference to
Marc Crépon's L'Altérité de l'Europe, without further comment. That's what he said. C'est le fond de la thèse de Marc Crépon de L'Altérité de l'Europe. But I have to mention also that this article of Stigler was dedicated to Marc Crépon. Like what Derrida did in Laughter-Cap 1991, where he criticized any homogeneity as a mystification, in L'Altérité de l'Europe, Crépon proposes to look at Europe from the perspective of authority, that is to say, Europe is not a neat history passing from Greece to Roman Empire and now to Christianism. This is a critique and negotiation with Valéry, because Paul Valéry, when he asked who are the Europeans, he answered by himself, I quote, Je considérais comme européens tous les peuples qui ont subi au cours de l'histoire de trois influences, that is to say, Rome, Greece, and Christianity. Instead of Crépon, Europe contains an authority which it always attempts to deny. This authority is even not separable from the Greece, Troy, Anatolia, etc. These non-European characters of Europe should be recognized or to be taken consciously as the condition of the Europeanization. Recognition here must not be only seen as an acknowledgement, but what we later will call a condition of an individuation of thinking. And that is not yet approached. In a chapter titled Altérité de l'Europe, the same title as the book, Crépon engaged with Jan Patočka, a Czech philosopher's reflection on Europe, and he highlighted the danger of nationalism and totalitarianism, which could be seen as internal to Europe, as well as an Eurocentrism, which emphasis on the universality of its rationality and exported to the other countries. This universal rationality is an unidimensional scientific rationality, which is also the source of the crisis of the European spirit, according to Patočka. Stigler's position is different from that of Patočka, though they share with some similar interpretation of the crisis of European spirit. They differ fundamentally in their understanding of technology in the European spiritual life. Patočka questions at points if the techno-civilization is decadent. He then tried to demonstrate throughout a whole chapter on his heretical essay that the answer is positive. The techno-civilization is the decadence of Europe. Though at the end of the chapter he was ambivalent and undecisive, it seems to me that his understanding of technology is a social, psychological one in which technology is only mechanical, repetitive, and quantitative, and fundamentally an exchangement of the soul. Even though he recognized that the techno-civilization also makes possible, I quote, makes possible more than any previous human consideration, alive without violence and with far-reaching equality of opportunity, end of quote. And that is also quite similar to what Freud said in that Anne invoked earlier. And that either techno-civilization is decadent or not is perhaps not a correctly posed question, according to Patočka at the end. He sees the emergence of modern science and technology, the turning points of the decline of European reason. Next slide, please. Yes, okay. The great turning point in the life of Western Europe appears to be the 16th century. From that time on, another motif comes to the fore, opposing the motif of the care of the soul. And the coming to dominate one area after another, politics, economy, faith, and science, transforming them in a new style, not a care for the soul, the care to be, but rather the care to have, care for the eternal external world and its conquerors, becomes the dominant concern.
Patočka returns to care of the soul in the Greek teaching as that which defines the European spirit. The care of the soul gives two images to Gestalten. One searches for the totality of knowing, we find in Democritus, and the other looks for the highest or highest being of the soul, Socrates and Plato. The first gives rise to a universal science, and the later a doctrine of inner life. Stigler may agree upon the importance of caring, since in the late Stigler, the question of pensée, that done, translated as caring, is of ultimate importance. Patočka understands that modern technology, with its globalization, is an exclusive reduction to what Kant calls understanding, Verstand. Contrast to a self-reflecting reason, sich verstehenden Vernunft. While for Stigler, such reduction to understanding is not ontological, since technology could also be constituent of reason and the spirit. For Patočka, post-Europe means that after the Second World War, Europe ceases to be the world power. And this is evident today. This statement is rather ambivalent because it could be equally read as a Eurocentric and anti-Eurocentric statement. It can be read as both. However, beyond all these guesses, what is more important for me is that it shows a blind spot because insofar the technological globalization continues, it is also the aspiration of the European spirit, for the technologos is European. Stigler sees the technologos is European par excellence, as we see before. It allows Europe to take a new opportunity in the process of globalization. However, when the European spirit and its superiority and domination is invoked, one risks falling back to an Eurocentrism, either consciously or unconsciously. It remains to be asked what is the role of that non-European cultures play in the becoming of the European spirit. And I think this question has to be asked essentially because in the past, the discussion of the other is always a static other. Europe is essentially technological, technologos, and philosophical. In the sense that its provenance is out of a necessary default supplemented or compensated by technology and the capacity to think about technology as both possibility and necessity of the development of reason. Once the non-European is considered as our reason, like what Hegel said in his lectures, the European history about Siberia, I quote, the North Slope, Siberia, must be eliminated. It does not at all concern us here. It lies out of the pale of history, what Hegel says about Siberia. Then the non-European, though have some pre-modern technology, is far not enough to participate in the European spirit because it has no role to play in the history of the spirit. The post-Europe, in the sense of Patočka, could risk being a scenario in which the other is only the other of the self, but not the absolute other. This ambiguity could also be identified in Stigler's thinking. In the documentary, The Isla, that Dan has made, and it's a great film that I show to my students every year, Stigler claims charismatically, and that's something that puzzles me all the time, that technology is Greek and Japanese technology is originally Greek. I don't know if Dan remembers this passage. This remark is intriguing, because from an archaeological point of view, Stigler must be aware that the Greek technology largely came from the Near Orient, and that Japan remained largely undiscovered before the 16th century by the Europeans. He might be thinking that Japan abandoned or undermined its own technology and embraced European technology. So, is Japanese European or Japanese? Did Japan already become European because of its appropriation of European technology, or is Japan disoriented in this appropriation, namely that it is neither Orient or
Occident. Japan did want to become part of Europe before the Second World War. And this is extremely interesting today, that Europe was not a geographical concept, but rather a concept of culture. Today it is not only Japan, but almost all countries in Asia, Latin America are becoming European. However, is this Europeanization of non-European countries still a future in the 21st century? And I think this is a question that concerns very much Bernard, even though he didn't express it in his writings. Stigler has some contact with Japan through our friend Ishida Hidetaka in the early days. Ishida-san is of the same age as Bernard. And Bernard went to China for the first time in 2008 and only had deeper contact with China between 2015 on. However, Stigler wasn't particularly interested in Chinese thought at the beginning, because for him, China means Marxist more than anything else. At the same time, he worked too hard. During his stay in China, he carried 2 big suitcases of books with him during his 1-month stay and worked all the time in the apartment or in the hotel room. He only became more open to Chinese thought very late. In the spring of 2019, he told me that he was reading the Tao Te Ching, and he wrote to me asking which sinologist writing I can recommend to him in French. However, all this happened too late and too much in a rush that he wasn't able to consider his accidental arrival in China and the 5 years of teaching in 2 of the universities. In the last 2 years before his death, we discussed at length on the question of technical tendency and technical fact, terminology coined by the paleontologist and anthropologist André de Volgeron. However, we never really confronted each other in a way that both of us wish. In between disagreement and friendship, we left something yet to be addressed. So last part and the conclusion of my paper. If we want to talk about post-Europe or post-European philosophy today, and I want to say this is also a response to the talk of Eric in the first day, when Eric talked about the suspension of history. And if we can speak with Stigler on this subject, then we might want to shift from the question of the spirit to the question of techniques. It remains a question for us to reformulate the relation between Europe, non-Europe, philosophy and technology. European culture and technology European culture and technology are already omnipresent. It's not possible for the non-Europeans to de-Europeanize in the sense of abandoning the technological world. And it is equally impossible for Europe to continue its Eurocentric discourse, because technology is no longer merely European, as Stigler observed. Meaning, this intimate relation between European philosophy and technology becomes again contingent. In Constituer l'Europe, Volume 1, we read about the task that Stigler gave to Europe, namely to conceive a new form of individuation beyond consumerism in the hyper-industrial society. Next slide. Secteur. Et cela veut dire que le modèle industriel qui sécrète ce populisme industriel doit être entièrement critiqué, repensé et réélaboré. Lancement est la possibilité de constituer l'Europe. Une Europe qui existe comme une unité et une Europe qui consiste dans les consciences des Européens comme un avenir pour eux et pour leurs congénères des autres continents. Can Europe give a model for individuation in the hyper-industrial age? And in that individuation that is beyond consumerism and beyond its Eurocentrism. An individuation which will be beneficial to all the souls on the earth. Or with this new model of individuation
only a demonstration of the superiority of the technologos, namely a return to certain Eurocentrism questions. These questions are delicate because they could be read as anti-universalist or relativist, and therefore has the proto-reactionary tendency. At the same time, they could also hint at a different configuration of thinking, which is yet to be thought through. Maybe we should say that the question is not simply about inventing a new model of individuation against the American consumerism, which dominates the technological innovation today, but also an individuation of thinking. And I want to emphasize on what I mean by individuation of thinking as a conclusion. Philosophy has to de-Europeanize itself in the process of individuation. This de-Europeanization must be further interpreted in two ways. First of all, if what Heidegger says in The End of Philosophy and the Task of Thinking, 1964, is true that cybernetics marked the end and completion of European philosophy, and it's true that European philosophy comes to its end, then for philosophy to continue surviving, it will have to become post-European. Secondly, this de-Europeanization must be taken as an individuation of thinking, like how the lack of the human to the access of technology, like how French philosophy was to German philosophy. This de-Europeanization is a process of individuation. There is no thinking as such, but only individuation of thinking. This individuation necessarily produces a leap as a resolution of impossibilities and tensions, incompatibilities and tensions. Such individuation of thinking takes place between the self and the other. The other could be Asia, African, Latin American, or even inside Europe itself. This means that one has to go beyond the comparative philosophy which remains the subject of the history of philosophy. Instead, one should reactivate a process of individuation of thinking in light of the technological acceleration and dominance. This acceleration is shadowed by an apocalyptic thinking, a pure becoming or nihilism. In comparison with the current enterprise of philosophy, this individuation demands support beyond written text, and in comparison with cultural exchanges, it has to go beyond cliché of renting a panda and exporting cheese and wine. It will have to take place in technologies, as Stigler claims. The last slide. S'il n'y a plus de philosophie dans le monde, ce sera la mort du monde. Ce sera l'immonde. Mais cette philosophie ne peut être qu'une philosophie politique, c'est-à-dire aussi une économie politique, c'est-à-dire aussi une technologie, un tout nouveau rapport à la technologie et à la société en tant qu'elle vit essentiellement des questions technologiques. A post-European philosophy is a response to Heidegger's call for the task of thinking. However, this thinking may not come from Europe itself, like what Heidegger himself tried to do by returning to the pre-Socratics, and followed by Patočka, who proposes to return to Plato, to the care of the soul, and to invent the open soul. If we want to align ourselves with Patočka, then this open soul is not only one that constantly negates its Eurocentrism, but also one actively individuates with the other. The other may arrive as accident. However, this accident is also the condition of individuation of thinking, namely the transformative power of the soul to render what is contingent necessary. Bernard Stiegler didn't talk about the individuation of thinking. The only time we came very close to this subject was during our conference in Taipei, where I was surprised by his lecture on Edouard Glissant and Glissant's idea of clairalization. Stiegler's biography might be one example of the process of individuation in light of contingency. First of all, his life is an accident of French philosophy, an accident which became necessary through the reading of Plato in the prison of Toulouse. Secondly, his death is an accident
that is not opposed to life. Instead, it's an accident that opens a bridge to a post-European philosophy yet to come. The pandemic declares the end of the first phase of globalization after the Cold War. If there is still a common future for the human beings, it will have to become planetary. In the planetary condition, any discourse on the crisis of spirit may be no longer appropriate, as Derrida reminds us in L'Autre Cap. The reflection of the spirit will be replaced by the individuation of thinking. The question is, are we courageous enough to head to this direction? I will stop here. Thank you very much for your attention. Donc, je passe tout de suite la parole à Hector Castagno, qui est enseignant-chercheur en philosophie à l'Université nationale Sun Yat-sen à Taïwan et directeur de programme au Collège international de philosophie, où il mène le projet Phénoménologie de l'expression et philosophie transculturelle Derrida Merleau-Ponty. Et aujourd'hui, il parlera de Derrida notamment. Et le titre de sa communication, c'est la lettre volée. Non. L'autre lettre. Pardon? L'autre lettre. Je vais l'appeler l'autre lettre. Pardon, oui, pardon. C'est pas grave. Voilà, donc l'autre lettre, pharmacologie de la différence culturelle. Ouais. Est-ce que, combien de temps on a? Est-ce que... 30 minutes. J'ai 30 minutes? Ouais. Ah bon. En fait, Yu-Hui vient de raconter, de dire beaucoup de choses dont je voulais parler. Donc, je pense que dans un certain sens, je ne ferai que peut-être répéter quelques points, mais avec une perspective légèrement différente sur certains aspects. Donc, c'est déjà... voilà. Et dans ce sens, voilà, je pense que je vais aussi essayer de reformuler un peu mon intervention pour pouvoir en faire aussi pas une réponse, mais juste pour adresser des questions aussi pour la discussion avec Hugues et tout le monde. Et juste pour donner un peu de contexte, donc je travaille à Taïwan depuis un moment, et donc ce que je vais faire aujourd'hui, et ce que je fais en général dans ma recherche, c'est de répondre un peu aux demandes des pensées qui se posent, que je trouve à Taïwan, enfin, ce que les gens veulent penser, les questions qui se posent là-bas. Aussi, d'essayer de répondre aux angoisses qu'on connaît à Taïwan. Et donc, c'est un peu de la perspective de cette localité et que je vais adresser quelques questions à Stigler. Et de cette localité, d'ailleurs, j'insiste parce que là, ce matin, on a parlé de ces concepts-là, de localité, on a parlé de diversité. Et ces questions sont liées aux propos que je vais tenir. Aussi, voilà, juste pour dire aussi un peu que ma recherche actuelle porte sur la question du nationalisme philosophique. Ça, c'est un concept qui a été introduit par Derrida. Et c'est une recherche que je commence. Je n'ai pas des grandes conclusions à vous présenter, mais ce qui m'intéresse, c'est la manière dont le nationalisme philosophique a déterminé l'historiographie philosophique, ou la manière dont on écrit ou dont on comprend l'histoire de la philosophie. Et ces questions, je les pose à partir d'une série de questions et des problèmes qui se posent dès qu'on travaille depuis d'autres localités, ou par exemple surgit des disciplines comme la philosophie comparée, Yu-Hui a juste mentionné, qui a une longue histoire, la philosophie transculturelle, etc. Il y a des questions qui se posent par rapport au rapport entre les traditions philosophiques. Donc c'est un peu à partir de cette perspective que j'ai lu des textes de Stigler par de façon systématique, mais à la recherche un peu des réponses ou même des questions pour poursuivre, pour développer mes questions. Et dans un certain sens, je ferai les commentaires du même paragraphe que Yu-Hui a fait tout à l'heure. Donc, je pense que ces jours et la discussion aujourd'hui, surtout ce matin, on voit qu'il y a une question qui se pose, c'est cette question de comment réapprendre à vivre ensemble de 1000 façons, selon une expression qui revient souvent dans les textes de Stigler. Comment retrouver le goût d'une vie déclinée d'une multiplicité de manières, non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Je pense que c'est une question de poser la question des lettres singuliers pluriels dont parlait Nancy,
à notre époque, c'est-à-dire à une époque où les modèles industriels de la modernisation ou celui des technologies numériques sont devenus tendances techniques à l'échelle planétaire. Or, le rôle d'une organologie générale qui soit porteuse d'alternatives pharmacologiques n'est pas de résister à cette tendance planétaire, je pense, en tout cas pas comme le feraient les réactionnaires de toutes sortes ou les nostalgiques du passé. Il s'agit au contraire de savoir comment cette industrialisation à l'échelle planétaire peut servir de milieu à des individuations psychiques et collectives qui permettraient de multiplier les modes de vie singuliers, les manières de vivre singuliers, la singularité des désirs, etc. Et pendant des millénaires, la tâche de ces individuations plurielles est tombée sur ce qu'on appelle, ou qu'on peut appeler vaguement, les cultures, ou les ethnies, ou même les nations. Mais au lieu de parler vaguement et d'utiliser ces concepts en général, il me semble important de faire un peu comme Stigler l'a fait, d'insister sur l'importance de prendre en compte l'historicité des processus d'individuation et transindividuation et de distinguer les différentes épocalités auxquelles les différents concepts appartiennent. Et en particulier, ce qu'on appelle culture, je pense que ce qu'on appelle culture en général, lorsqu'on parle de culture aujourd'hui, c'est un concept qui a été introduit par Herder à la fin du XVIIIe siècle et qui a permis de faire deux choses. Il y a 2 siècles, plus de 2 siècles. D'un côté, le concept de culture, ce concept moderne de culture, il a permis d'articuler un savoir qui s'était développé depuis l'invasion de l'Amérique, c'est-à-dire depuis le début de la mondialisation, je dirais, et de la modernité, et qui contenait ce savoir des renseignements, des analyses, des interprétations sur les différents modes de vie et les différents types de sociétés qui étaient entrés en contact à l'échelle mondiale, à travers les commerces, à travers le colonialisme, la modernisation industrielle, la traduction, les systèmes immunitaires et les virus aussi. Ce savoir de l'autre a donné lieu à la philosophie de l'altérité, je dirais, une philosophie qu'on retrouve déjà chez Montaigne, par exemple, ou bien chez Bartolomé de las Casas. Puis, au niveau plus scientifique, dans l'anthropologie, dans la sinologie, dans la philosophie ou la littérature comparée, aujourd'hui aussi dans les études postcoloniales, etc. Donc c'est un savoir qui porte sur la différence culturelle. C'est la notion de culture, mais c'est une notion qui nous permet de comprendre la différence culturelle. D'un autre côté, les concepts modernes de culture a permis aussi de construire des savoirs et des pratiques autour de la forme privilégiée de l'individuation collective depuis le XIXe siècle, c'est-à-dire la nation ou l'État-nation. Les concepts de nation et les concepts de culture sont inséparables. La diversité de cultures a été interprétée dans ces cadres-là comme une diversité de nations, chacune porteuse d'une unité, d'une organicité propre, celle d'un peuple représenté par une langue commune, par un passé et par un destin commun, et ayant droit à un État pour réaliser sa forme politique. Donc il me semble possible de considérer les rapports entre nation et culture d'un point de vue organologique, pour souligner la dimension historique de cette articulation des organes physiologiques, des affaires individuels, des organes sociaux comme la langue nationale, les institutions étatiques, et des organes technologiques comme l'alphabétisation, la presse, la géographie, etc. Donc voilà, cette forme-là qui reste hégémonique jusqu'à aujourd'hui, mais même si en même temps impuissante face à des enjeux technologiques, économiques, écologiques du présent. Il y a un point ici, je citais à développer, et finalement je ne l'ai pas fait, mais là je pense qu'il faudrait, ça serait intéressant de faire une étude de la façon dont Stigler utilise par exemple la notion de Bildung, qui revient souvent dans ses textes. Je ne sais pas si elle est une référence explicite à Herder, je n'ai pas vu ça, mais en quelque sorte, Herder, c'est celui qui a introduit la notion de culture comme Bildung, comme formation de l'esprit d'un peuple, qui est d'ailleurs une idée morale, c'est une idée très intéressante, qui n'est pas téléologique, qui n'est pas cumulative, c'est intéressant, mais qui est rattaché à cette modernité du concept, je pense, donc qui a peut-être aussi des limitations si on la considère aujourd'hui.
Quoi qu'il en soit, je pense que ce que j'ai trouvé d'intéressant chez Stigler en les lisant pour préparer ce texte, c'est que lui, c'est un auteur qui, pour penser la pluralité des modes de vie, ne renonce pas à l'universalité. Et qu'il conçoit, bien sûr, comme c'est un amnésis réussi à partir des rétentions tertiaires, c'est-à-dire dans cette veine inspirée des Husserl, c'est-à-dire, comme il dit, c'est son expression, l'universel sous conditions pharmacologiques. Autrement dit, à l'époque du deuil de la différence culturelle, c'est la thèse que je pose, qu'on fait le deuil de la différence culturelle, souvent sans le savoir. Stigler nous invite à ne pas nous tromper des remèdes. Donc, d'un côté, si le marketing détruit l'identification à la nation, à l'école, c'est-à-dire il détruit la Bildung telle qu'elle était construite, et il coupe les rapports de transmission intergénérationnelle, etc. Si les nations isolées sont incapables de faire face aux défis planétaires, alors, au regard des conditions pharmacologiques du présent, la réponse ne peut pas être de vouloir reconstruire la nation en faisant appel aux essences culturelles, comme arrive souvent aujourd'hui dans des dictatures ethno-nationalistes et dans les mouvements d'extrême droite qui minent aussi les pays dits occidentaux. Donc, je viens de dire que nous faisons le deuil de la différence culturelle, souvent sans le savoir, mais déjà dans les premiers volumes de la technique et les temps, Stigler faisait aussi le constat de l'inévitabilité de ce que j'appellerais, pour aller vite, la fin de l'ethnique. Est-ce que tu peux... Ah oui, c'est bon, c'est ça. Donc, la fin de l'ethnique, c'est-à-dire la disparition d'une grande diversité de formes de vie qui ne reviendront jamais. En tout cas, pas sous la forme où elle existait avant la modernisation à l'échelle planétaire. Je ne les cite pas vraiment, enfin, je les mets un peu juste pour faire référence au contexte, mais je ne vais pas citer ces textes-là. En tout cas, c'est vers là-bas. Et la question porte en fait sur le rapport entre tendance technique et effet technique. Et donc, ces deux concepts de Leroi-Gourhan que Stigler commente dans ces contextes-ci, et je sais que ces deux concepts qui sont importants aussi pour Hugues, donc ils vont rester un peu dans les fonds de ce que j'ai dit. Et ce qui compte, ce qui me semble intéressant, c'est que ces rapports entre tendance technique et fait technique suggèrent que depuis très tôt dans l'histoire humaine, la technique est apparue comme une force de débordement des milieux intérieurs et qu'elle expose les différents groupes à l'influence étrangère et au phénomène d'acculturation. Je pense que cela devient très clair avec la modernisation et c'est un point que je tente de faire. C'est-à-dire que la manière dont les technologies sont adoptées par les différents groupes obéit aussi bien à une logique externe qu'à une logique interne au groupe. Et ça, c'est un trait des processus de modernisation qu'on a tendance d'oublier lorsqu'on l'explique juste du point de vue de la violence coloniale ou colonialiste. C'est que la modernisation est aussi bien un phénomène interne qu'externe au groupe qui la subit ou qui se modernise. Et donc je pense que l'exemple des pays de l'Asie orientale, dont la Chine, le Japon, où la modernisation s'est faite sous la pression de l'extérieur, ça c'est indiscutable, mais aussi grâce à un désir de transformation interne. Autrement dit, les processus de modernisation, d'adoption des technologies et des connaissances venant d'ailleurs, n'a pas résulté seulement d'une domination coloniale directe. Et ces exemples, je pense, suggèrent qu'on ne peut parler de modernité industrielle ou numérique comme étant des technologies occidentales. Les sociétés dites occidentales, elles-mêmes subissent cette transformation dans leur processus d'individuation. Transformation qui a été vécue très souvent de façon traumatique. Donc c'est pour ça que je dirais on ne peut pas comprendre la modernisation comme occidentalisation ou européanisation. Et si on le fait de façon aussi routinière, c'est parce que, je pense, on fait le deuil de la différence culturelle et parce qu'on n'arrive pas à penser la différence en dehors des schémas culturalistes et nationalistes qu'on a hérités du XIXe siècle. C'est, du moins mon hypothèse, la philosophie contemporaine de l'altérité en Europe et ailleurs
est l'orpheline de la différence culturelle. Car pendant plusieurs siècles, la différence culturelle a été le pharmacon dominant pour penser la différence et le rapport à l'autre. Je dis que la différence culturelle est un pharmacon, une technologie de l'esprit, car elle est constituée par un ensemble de rétentions tertiaires qui sont les corpus des textes sur l'altérité, depuis les premiers récits de voyage jusqu'aux techniques des recherches ethnographiques, la traductologie ou des discours savants comme la philosophie comparée. Mais dire que la différence culturelle est un pharmacon, c'est aussi dire que la différence culturelle a aussi bien une dimension thérapeutique qu'une dimension toxique. En tant que thérapie, le discours sur la différence culturelle a permis d'inventer des formes de prendre soin de l'autre, de l'accueillir. Un exemple que beaucoup de gens, j'imagine, connaissent, c'est celui de la philosophie de la traduction chez Schleiermacher, qui montre justement comment, dans un cadre national, l'hospitalité envers l'autre est possible. Que l'hospitalité n'est pas incompatible avec les nationalismes les plus nationalistes, et qu'au contraire, elle en est la condition. Ou elle n'est pas incompatible avec ce que Stigler nomme souvent le narcissisme du nous, c'est le monde constitué. Il y a un concept qu'il mentionne toujours, voilà, je pense aussi dans ces cadres, voilà, de l'individuation nationale ou étatique. Donc ça, c'est le côté thérapie, je pense, de la différence culturelle. Mais aujourd'hui, le retour des nationalismes, avec leur culte des particularités et leur haine de l'universel, des droits de l'homme, par exemple, montre, je pense, aussi que la différence culturelle peut être une source de raisons. Diapo suivante. Voilà, ça, je ne vais pas m'arrêter. Je voulais juste me référer aux thèses d'un philosophe de la décolonisation d'Amérique latine, argentin-mexicain, Enrique Dussel, qui travaille justement sur... il montre justement, dans l'idée de modernité, et cette pharmacologie à l'œuvre. Je pense que c'est une thèse intéressante. Mais bon, si on veut chercher ça, on le retrouve chez Herder, déjà. Herder, il fait justement la critique de la modernité, dans la mesure où elle est associée au processus colonial. Elle essaie de produire une sorte d'universel, une sorte d'universel, c'est compliqué, cette Bildung de l'humanité, qu'il appelle, qui se réalise justement dans la pluralité des cultures, hein, justement dans le sens contraire aux idées des Lumières telles qu'étaient véhiculées par l'idée de la modernité. Donc voilà, on peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc voilà. En lisant Stigler, voilà, des concepts qui nous permettent, je pense, de développer une pensée non culturaliste de l'altérité. Et pourtant, on peut montrer aussi, dans les textes de Stigler, c'est quelque chose que Hugh vient de faire un peu, c'est de montrer que dans cette pharmacologie de la différence culturelle, comme je viens de l'appeler, est aussi présente dans une partie de ses analyses à lui. Et par exemple, lorsqu'il étudie ces concepts qui semblent assez importants pour sa philosophie, l'idée du processus de grammatisation occidentale. Donc cette idée que la grammatisation occidentale aurait commencé par l'introduction de la lettre, de ce qu'il appelle la grammatisation orthothétique ou orthographique en Grèce, hein, et qui se serait ensuite développée jusqu'à l'organologie de l'époque numérique. C'est la question de l'Europe, en fait, c'est une certaine historiographie de la philosophie européenne. De la misère symbolique, hein, c'est les textes qu'on a là, il décrit cette grammatisation comme, je cite, une discrétisation alphabétique du flux temporel de la parole qui fait émerger l'individuation politique au prix d'une homogénéisation grammaticale et idiomatique des vernaculaires. Or, à mon avis, je pense que cette notion de grammatisation occidentale ou orthothétique reproduit un amalgame typique de la pensée comparatiste entre la lettre alphabétique et l'Occident d'un côté, et de l'autre, les écritures non alphabétiques et l'autre de l'Occident. Je pense que c'est complètement dans la différence culturelle, dans cette pharmacologie de la différence culturelle. Donc, tu peux
Donc, dans ces leçons de Nankan de 2016, traduites par Daniel Ross, un des textes, des rares textes que j'ai trouvé où il se réfère à l'écriture chinoise, il propose, il dit ça, il se demande quel type de rétention tertiaire est impliqué dans un caractère chinois et quel type de différenciation dans la répétition rend-elle possible. Pour moi, c'est un mystère parce que je ne suis pas capable de lire ou d'écrire les caractères chinois, donc déjà dire jusque ça, mais je suis sûr que l'origine de l'algèbre dans les mathématiques chinoises a son origine dans ce type de rétention tertiaire idéographique. Voilà. Et ensuite, il suit un bref argument où il montre le rôle de la lettre dans le développement de la pensée apodictique en Grèce, par contraste justement avec le caractère chinois. Mais le problème, c'est que pour distinguer cette rétention propre à la lettre et cette rétention propre au caractère chinois, il cite un texte d'un sinologue du XVIIIe siècle, Nicolas Fréret, qui propose une description très problématique de l'écriture chinoise comme idéographique, très problématique mais très répandue, il faut dire, c'est-à-dire comme une écriture qui représenterait directement des idées sans passer par la langue et par la voix. Donc les Chinois, ils ne verraient pas des paroles, ils verraient des idées dans les signes, dans les caractères chinois, dans les sinogrammes. Pourtant, aujourd'hui, nous savons que l'écriture chinoise est, depuis ses débuts, au moins depuis les premiers restes archéologiques qu'on a aujourd'hui, donc qui datent depuis 4000 ans, non, 3000 ans, pardon. Et nous savons que l'écriture chinoise est depuis le début massivement phonétique. Qu'elle est une technologie qui permet d'enregistrer par écrit la langue parlée et que même si elle ne le fait pas à la manière alphabétique, ça il faut le concéder, elle n'est pas forcément plus inexacte, c'est-à-dire moins orthothétique, hein, je dirais, et plus inaccessible que ne le sont les différents systèmes alphabétiques, utilisés par les différentes langues d'ailleurs. Autrement dit, l'écriture chinoise permet de faire, je dirais, tout ce que Stigler attribue en particulier à la grammatisation occidentale, notamment. S'il te plaît. Donc voilà, 3 points que j'ai fait. Je les mets, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais je les mets juste. D'abord, l'écriture chinoise, depuis le début, elle produit la discrétion du discours parlé. C'est-à-dire, cette discrétion est confirmée par une standardisation des formes écrites qui s'est produite très tôt, hein, surtout depuis le début de l'Empire chinois, au IIIe siècle avant notre ère, par la production des dictionnaires, très tôt, et d'autres outils de fixation de la langue, y compris voilà, du caractère phonétique des mots. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'écriture chinoise permet également de construire, et a permis, l'a fait, construire une communauté politique de tendances homogènes, comme le montre très bien un livre, pour quiconque est intéressé peut le lire, c'est magnifique, ça s'appelle Writing and Authority in Early China, voilà, qui montre justement la constitution de cette communauté politique autour de l'écriture, et qui montre aussi que, comme la Grèce, d'ailleurs, c'est pas une exception, la Chine a appelé barbare aussi bien l'absence d'écriture des peuples qui n'ont pas d'écriture que les peuples qui ont d'autres systèmes d'écriture. Au point que des intellectuels chinois devront faire un effort de pensée important pour reconnaître que les barbares occidentaux ont aussi du wen, que j'ai traduit ici par la lettre. C'est un peu une blague, mais ceux qui savent le chinois la comprennent. Et finalement, il y en a dans la salle. Alors, finalement, dernier point, les Chinois font tout ça au prix d'une domination, voire d'un effacement des dialectes et des langues, hein, qui sont restés oraux jusqu'à très récemment, justement. Et donc les mythes tels que les présente Fréret là-bas, c'est que les Japonais peuvent lire les Chinois, même s'ils ne parlent pas les Chinois, juste parce que les caractères, ça leur donne des idées, enfin ça part directement à leur tête, alors que c'est pas vrai. Enfin, un Japonais qui lit un texte en chinois ancien, il est en train de lire un texte en chinois ancien. C'est très simple, c'est comme ça, ok. Ensuite, ils prennent les caractères
Et il y a des emprunts et tout ça, mais il n'y a pas ce truc cette lecture immédiate et hyper visuelle. Ça passe par la langue, ça passe par la parole, ça passe par les sons. Donc, le paradoxe, c'est que justement, au XXe siècle, même avant, mais au XXe siècle, c'est précisément l'introduction de l'alphabet qui a introduit la possibilité d'une libération des langues, des dialectes et des langues minoritaires. Et d'ailleurs, mettant en cause l'unité impériale, ça a fait un débat important, mettant en cause la communauté politique, mettant en cause l'unité de la culture chinoise. Hein. C'est pour ça qu'après un siècle de débat sur s'il fallait ou non abolir les caractères, finalement, ils sont pas osé. Hein, parce que ça, justement, mettait en risque la culture et sa différence en tant que totalité. Donc voilà, avec ce petit détour par l'écriture chinoise, j'ai voulu un peu montrer les caractères pharmacologiques de la différence culturelle. Et voilà, on pose la question, ça c'est une question, par exemple, on peut se poser la question si on peut parler de la mondialisation comme mondialatinisation. Ça c'est le texte, l'idée de Derrida, que Stigler comprend hein, dans ce contexte-là, comme la projection de la lettre latine sur la non-lettre de l'autre. Hein. C'est-à-dire, j'impose la lettre là où il n'y a pas la lettre. Ce qui revient à nier, c'est justement que là, il y avait déjà de la lettre. Voilà, que la lettre de l'autre, elle était déjà elle-même une lettre. Donc voilà. Et, voilà, j'ai très mal calculé mon temps. Donc, c'est... Oui, même pas. Ouais. Enfin, donc oui, j'ai fini très vite avec une conclusion avant la conclusion que j'avais prévue. C'est-à-dire que, évidemment, enfin, la question donc, se pose, c'est une différence culturelle, j'ai fait la critique, voilà, on peut bien sûr en discuter, mais la question qui se pose, c'est alors quelle différence? Voilà, quels sont les types de différences qu'on doit cultiver hein, et quels sont les types de différences au nom duquel on pense, on développe une organologie, une pensée critique de ce qui se passe dans le monde, etc. Donc, la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, dans les passages que j'avais présentés tout à l'heure sur les rapports entre tendances techniques et faits techniques, dans la technique et les temps, volume 1, Stigler commente, il parle, il mentionne cette hypothèse. C'est dans le dialogue avec le roi Gourand. Hein. L'hypothèse d'une caducité de la structuration ethnique des groupes, supposant non pas une logique culturaliste ethnocentrique de l'évolution technique qui impliquerait nécessairement un phénomène d'uniformisation et de destruction de la diversité, mais de nouvelles conditions de multiplication, de reproduction et de diversification. Et là, je pense que c'est ça toute la question. C'est comment développer une nouvelle pensée de la différence dans le cadre d'une organologie porteuse d'avenir, sans retomber dans les logiques culturalistes ethnocentriques ni dans l'assimilation, je pense, trop imprécise de la modernisation avec la culture occidentale. Et je pense que Stigler nous donne des outils conceptuels pour faire ça, et dont un concept que je trouve particulièrement important ou intéressant, c'est celui de l'adoption, hein, le concept d'adoption, qui est lié peut-être aussi aux questions de la localité. L'adoption est ce qui permet à un individu ou à un groupe de faire sien un passé qui, par sa condition pharmacologique, ne leur appartient jamais en propre, hein, n'est pas les siens. Mais par définition, alors, aucun passé n'est le passé des personnes impropres. Hein. Et, donc par rapport à l'adoption, de nouveau dans ces leçons de Nancan, oui, la suivante s'il te plaît. Et la suivante. Voilà, ça c'est dans les leçons de Nancan, il parle, il dit à ses auditeurs chinois, évidemment l'histoire de la Grèce n'est pas la mienne, parce que je suis français, je ne suis pas grec, évidemment l'histoire de la Grèce n'est pas la vôtre, vous êtes chinois, vous n'êtes pas grec, et pourtant, à travers ce processus de grammatisation qui s'est développé en Grèce, et ensuite à l'Europe occidentale, et à travers la Mathesis Universalis de Leibniz qui était inspirée par l'éditeur chinoise, suite à un capitalisme, c'est-à-dire qui avance aujourd'hui plus rapidement que nulle part ailleurs en Chine. À travers tout cela, la Grèce est devenue notre histoire en vous qui êtes chinois et en moi-même qui suis français. Et je dirais qu'il en va de même pour le processus de grammatisation, si on les reconnaît comme tel, parce que là, il faut faire l'effort, mais si on reconnaît comme processus de grammatisation ce qui se passe en Chine ou en Inde. Je pense que l'important, c'est que toutes ces choses-là sont disponibles aussi par l'adoption. Sont disponibles pour nous, pour que nous les adoptions. Je ne sais pas qui est, c'est nous qui parle, mais bon.
Et pour vous, bien sûr, qu'on arrive, par exemple, à les enseigner dans les départements de philosophie, mais ça, c'est une autre histoire. Et là, il me semble d'ailleurs que ça, c'est un des sens importants de la notion de cosmotechnique que propose Yu Hui. C'est juste ça, c'est-à-dire qu'il y a une disponibilité pour l'adoption de ces 1000 manières du rapport à la technique. Hein. Donc voilà, et j'avais un petit développement, j'ai pensé que cette idée-là, en fait, parce que je parlais de l'origine de la différence culturelle au XIXe siècle, mais si on va un petit peu en arrière, on regarde un peu ce qui s'est passé à l'époque des Lumières, à l'époque de la République des Lettres, et on voit justement que l'élément de transindividuation des participants dans ces dialogues n'était pas la culture d'origine, c'est-à-dire Leibniz n'intervenait pas en tant qu'allemand, ce n'était pas le cas. Et même avant, Moyen-Âge, voilà, Thomas d'Aquin, il ne faisait pas des trucs en tant qu'Italien. Ça, c'est une façon de réécrire l'histoire qui est apparue plus tard. Donc, l'élément de transindividuation des participants dans la République des Lettres n'était pas la culture d'origine, ni la langue maternelle, aussi important, hein, parce que chacun a parlé dans la langue où il voulait, mais une pluralité de langues partagées dont les passés incarnés dans leur corpus respectif, donc les latins, les grecs, l'hébreu, et à un moment donné aussi les Chinois, et ça c'est important de le dire, ces passés pouvaient être adoptés de 1000 manières. Et donc on doit juste penser à l'influence que la Chine a eue dans le développement de la pensée politique et morale européenne au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est-à-dire à l'ère des Lumières. Donc voilà, ça c'était un peu mon idée de comment développer cette pensée de l'adoption. Et ensuite, ce que je voulais dire, mais je l'ai dit juste sans le développer, c'est que finalement, l'Europe aussi, la pensée de l'Europe, moi je dirais plutôt que d'aller vers les post-Europe, puisque l'Europe est déjà une invention, une localité, voilà, avec sa pharmacologie. Je pense que peut-être une idée, ça serait de donner l'Europe en adoption. Pas seulement de faire que les Européens adoptent des choses, mais donner l'Europe en adoption pour quiconque ait le courage de l'adopter. Voilà, c'était un peu mon idée. Par encore, je pense que les deux communications se faisaient écho l'une à l'autre. Donc, Youk, Hector, je vous invite à prendre vos places et voilà, donc, des questions, commentaires. Juste poser une petite question à Hector rapidement. C'est un détail en fait, c'est pas très intéressant philosophiquement, mais c'est simplement que je me demandais si tu soutiens que, donc, si j'ai bien compris, hein, l'écriture qu'on appelle traditionnellement idéographique serait en fait, selon toi, composée aussi de lettres. Enfin, tu vois, non mais j'essaye de traduire ce que tu as dit, parce qu'en fait, je pense que j'ai pas bien compris exactement, donc tu me corriges ensuite. Et serait en ce sens alphabétique aussi, en fait, tu vois, j'ai pas très bien compris, mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, si on admet qu'il s'agit de lettres, alors comment, que proposes-tu comme critère pour différencier ces différents types d'écriture? Parce que néanmoins, on est tous d'accord qu'elles ne sont pas exactement les mêmes, et que donc s'il y a du phonétique dans l'écriture idéographique, ce que j'entends complètement, néanmoins, comment les distinguer, ces différents types d'écriture? Puisque, voilà, une écriture alphabétique ou phonétique, comme, je ne sais pas, le français, par exemple, ne fonctionne pas du tout de la même manière que le chinois, où de fait, les signes écrits ne représentent pas des sons. C'est simplement ça que veut dire écriture phonétique. Alors, après, ils sont associés à des sons, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, dans le signe qui veut dire maison, par exemple, ou dans famille, enfin je sais plus, mais on peut voir un toit, bon voilà, alors peut-être tout ça est une mythologie, mais je suis quand même pas complètement certaine. Et surtout, en fait, ma question c'est quels sont les critères de distinction entre ces différents types d'écriture, typiquement aussi l'écriture japonaise, du coup, qui comporte à la fois des éléments alphabétiques et des éléments phonétiques et des éléments idéographiques. Voilà. Comment penser cette diversité sans faire appel au concept que justement tu as critiqué? Ouais, je dirais justement très simplement, je dirais, bon, évidemment l'écriture chinoise ne représente pas les sons de la même façon que les écritures alphabétiques,
Mais mon point, c'est qu'elle est essentiellement un système de représentation des sons. C'est-à-dire que si tu vois les caractères dont tu as parlé, c'est les caractères de la maison. Donc un toit et un cochon. Je parlais de celui de la famille. La famille, pardon, oui, la famille. C'est le toit de la maison et puis il y a un cochon qui montre que la famille, c'est l'oikos. Hein, c'est un peu, c'est la... Bon, peu importe. Et donc, oui, je pense, mais peu importe. Enfin, un caractère quelconque. La question, c'est que si tu veux, ces caractères ne fait de sens dans la langue qu'en tant qu'il représente un mot de la langue parlée. Dans ce cas, c'est le mot, c'est famille. Tu ne peux pas prendre ces concepts, ces mots, où il y a un toit et un cochon, pour dire, par exemple, le cochon est sous les toits. Ça ne marche pas comme ça. L'essence du caractère, c'est les sons auxquels il est associé. Donc, de ce point de vue-là, en fait nos mots, nous les lisons comme des caractères. En lisant un mot écrit, on ne fait pas l'analyse des lettres. Hein. Il y a des expériments qui montrent ça assez simplement. Et on les lit comme une totalité. Ce qui explique, par exemple, c'est le décalage énorme entre des systèmes alphabétiques et la prononciation. Ça arrive dans le français, ça arrive dans l'anglais, dans d'autres langues, etc. Donc là, je pense que pour comprendre ça, il faudrait... donc il y a une différence, mais je pense que la différence, c'est pas par rapport au fait qu'ils rendent la langue parlée. La différence, c'est peut-être la façon dont ils représentent les sons. Et les sons est représenté partout dans le caractère chinois à travers un système, il y a une façon qui s'appelle les rébus. Les rébus, c'est quand tu prends un mot pour les sons. Alors, tu prends un signe pour les sons. Ça, historiquement, c'est le début de l'alphabétisation dans presque tous les systèmes d'écriture. Et ça arrive massivement dans les chinois, massivement, depuis les débuts. Ouais, mais en tout cas, Derrida dit bien qu'en fait, il n'y a jamais eu de lien de représentation entre le signe écrit et le son parlé, exactement. Même dans le langage phonétique en fait. Donc il ne faudrait pas non plus qu'on applique cette représentation de la langue qui vient du langage phonétique, alphabétique, au langage idéographique. Je pense que c'est, tu vois, quand Derrida dit en fait on associe une chaîne de sons à une chaîne de signes, mais c'est comment dire, cette représentation du langage qui serait justement selon laquelle un signe représenterait un son qui lui précéderait, c'est le phonologocentrisme pour Derrida. C'est ce qu'il essaie de critiquer. En fait, je veux dire quelque chose en tant que chinois. En fait, oui, Derrida a essayé de répondre à ces questionnements de la grammatologie. Et pour Derrida, il a fait une distinction entre le phonogramme, d'une part, et idéogramme. Ben, je préfère de ne pas l'appeler idéogramme, parce que ça fait référence à Platon. Je l'appelle pictogramme. Pourquoi ce pictogramme? C'est parce que dans la construction des caractères chinois, en fait, il y a 6 méthodes. La première méthode, elle s'appelle Shanxin, c'est-à-dire qu'on fait les formes mimétiques. On fait, par exemple, si j'écris le caractère de éléphant, ça ressemble à un éléphant. Voilà, donc c'est ça, c'est dans ce sens-là, c'est un pictogramme. Voilà, pictogramme. Et le pictogramme-là représente aussi les relations concrètes entre les différentes choses. Voilà, par exemple, si je dis, je fais un pause, on a d'un côté un homme, le forme d'une personne, et l'autre côté, on a le forme d'un arbre. Voilà. Donc, et le Shanxin, là, ça fait un des 6 méthodes de construire les caractères chinois. Et ça, là, ça représente déjà 60 ou même 70% des caractères chinois, ou un peu plus. 80, voilà. 15. Voilà. Donc il y a une différence entre phonogramme et pictogramme. Alors, Derrida a essayé de comprendre ces questions, la différence, le phonogramme et
ce que j'appelle le pictogramme, à travers la distinction entre Hegel et Leibniz. Alors pour lui, le phonogramme ou le phonocentrisme essaie toujours de saisir la subsistance ou l'essence des choses. C'est-à-dire, mais par contre, c'est comme on peut trouver chez Hegel, selon Derrida, et chez Leibniz, on peut trouver ce qu'on peut saisir n'est plus la substance, mais les relations. Les relations. Donc, substance, relation, c'est une dichotomie qui a fait Derrida pour comprendre la différence entre l'écriture alphabétique et l'écriture chinoise. Alors, on peut bien sûr questionner si c'est correct de le faire ou cette distinction est problématique, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait une distinction entre la substance, c'est-à-dire la question de l'être, la question de l'essence, l'autre, la question des relations, et ça lui permet aussi de faire une relation entre Leibniz et la relation entre Leibniz et la Chine. Lorsque Leibniz, et selon le mythe, Leibniz, le système binaire était inspiré par les Yi. Mais en fait, Leibniz a déjà découvert le système binaire avant qu'il était en contact avec le Jésus. Voilà, donc il y a une différence irréducible selon Derrida. Alors, aujourd'hui, je pose la question, c'est que comment peut-on comprendre cette différence-là, même avec Derrida? Que veut dire cette différence à nous sur la question de la technique et sur l'avenir de la technique? Sur Derrida, il faut comprendre que la question de la déconstruction du phonocentrisme, ce n'est pas la question de ce qui est évident. Ça veut dire que les langues européennes sont langues alphabétiques. C'est le privilège que la culture européenne a donné à l'idéalisation de l'écriture alphabétique. Ça veut dire l'idée qui est contre-intuitive, on peut dire, que l'écriture phonétique, alphabétique, c'est la plus intelligente et qui a été construite dans cette tradition. Derrida n'était pas intéressé à marquer une différence. La question, c'est ce qu'il dit explicitement, c'est que dans cette logocentrisme, c'est l'idée que cette langue phonétique alphabétique, c'est la plus intelligente du monde, donc il y a une téléologie qui est décrite de la Chine jusqu'à l'Europe. Mais la question qu'il met bien en évidence, c'est qu'il n'a jamais été vrai, cet idéal de l'écriture phonétique alphabétique, parce que ce qui lui intéresse, c'est la dimension de l'inscription qui nous montre évidemment que l'écriture phonétique alphabétique, ce n'est pas la traduction transparente de la voix qui serait l'expression immédiate et naturelle de la pensée. C'est ça le phonocentrisme. Ce n'est pas la question de l'écriture phonétique alphabétique. Ça c'est plutôt évident. C'est cette idéologie. Et il dit que l'écriture, il reprend de Leroy-Gourhan l'idée d'écriture plus multidimensionnelle, les pictogrammes, mais pas pour nous renvoyer à un passé de l'écriture aztèque que j'ai pu, que c'est l'exemple de Leroy-Gourhan, mais pour nous dire que dans notre même écriture, il y a une dimension son fonctionnement, ça ne dépend pas de ce rapport d'immédiate communication entre pensée, voix et écriture, mais qui a quoi faire avec la construction de la phrase. C'est le problème du privilège du nom. Non? Toute cette idéologie est construite sur l'idée qu'il y a des noms qui sont
l'expression des noms écrits sont la traduction des noms expressions de la loi, qui sont les affections de l'âme et qui donc viennent de la pensée. Derrida nous montre que non, que ça ne marche pas comme ça, c'est la question de l'espacement. C'est tout ça. C'est la question de l'espacement qu'il y a qui ça marche non par les pleines du nom, mais par les vides qui permettent l'articulation. L'articulation, c'est pour ça qu'il dit toujours qu'il faut repenser le langage dans l'ordre, notre idéologie du langage, dans l'ordre syntactique, pas dans les privilèges du nom. C'est ça. Donc, c'est les problèmes. D'un point de vue historique, c'est plus ou moins ça qu'on dit. Parce que Derrida ne veut pas faire l'histoire de l'écriture. Il dit explicitement qu'on ne peut pas faire la grammatologie. Non? Quand il écrit grammatologie comme science positive, c'est à la seconde ligne, il dit qu'on ne peut pas le faire. Mais ce qu'il nous signale, c'est que nous avons des histoires des écritures, que plus ou moins, par toutes les cultures, il y a comme une origine, on peut dire, symbolique et ce qu'il appelle la démotivation du signe par rapport à la motivation souveraine. Ça veut dire qu'il y a ce passage, surtout à travers les rois Gourans, qui ont part des symboles, on peut dire, et dans toute l'histoire, même l'écriture hiéroglyphique, c'est une écriture qui commence symboliquement, mais les démotiques, c'est une écriture hiéroglyphique qui a une balance phonétique aussi, comme ils l'ont décrit pour les Chinois. Donc le problème du phonocentrisme, ce n'est pas tout simplement la question de la... C'est l'idéologisation, c'est l'idée que ça c'est l'écriture qui marche pour la pensée occidentale, qui est adéquate. Hegel dit ça d'une façon magnifique. Non? Il dit l'écriture phonétique alphabétique, c'est la meilleure parce que quand on transmet les signifiés, les signifiants phonétiques disparaissent et donc les signifiés passent de ma tête à la tête d'Hector sans perdre rien dans la inscription. Pour Derrida, c'est ça le problème, qu'il faut penser que c'est l'inscription, la condition du passage et aussi donc du risque de la perte dont il parle aussi déjà dans l'origine de la géométrie. C'est ça, je voulais seulement dire ça. J'ai trouvé magnifique. Merci Francesco. Oui, je me souviens le passage où Derrida a cité Hegel, où Hegel a critiqué Leibniz, c'était hyperbolique. Voilà. Oui, ça c'est à la fin de la pyramide, non? qui montre qu'en effet Leibniz serait comme les Chinois. Mais le problème c'est que la notation mathématique, alors c'est quoi? C'est chinoise, la notation mathématique, ou c'est peu intelligent. Derrida dit exactement ça. En fait, Leibniz, il pense, c'est pour ça qu'il travaille dans l'idée d'idéogramme, parce que Leibniz a dit ça ne doit pas passer par la langue. La caractéristique, c'est ça. Que c'est un thème très intéressant dans le 18e. Comme tu as dit, ce n'est pas Leibniz seulement. Beaucoup d'intellectuels pensaient comme une langue universelle qui pouvait être indépendante des langues nationaux et donc utiliser seulement des symboles. Des symboles, des notations. Et là, la question, c'est que Derrida montre dans la grammatologie que nous avons toujours, dans notre écriture phonétique alphabétique, n'a jamais respecté l'idéal hegelien, parce qu'elle a toujours marché au travers des notations qui ne correspondent à aucun nom ni son. C'est l'espacement, les vides. Quels sont les sons? À quel son correspond le vide entre les mots? La possibilité de l'articulation. Et ça dépend de l'inscription. Ça a une matérialité qui n'est pas tout simplement extérieure. Et il le dit explicitement par rapport aux mathématiques. Nous avons pensé toujours l'idéal, l'écriture phonétique alphabétique comme selon un idéal métaphysique. Mais la vérité est que nous avons pratiqué une écriture qui est phonétique alphabétique, mais qui a besoin de notations
qui ne correspond à rien, qui ne correspond ni en référent, ni en son. Et ça, c'est la réévaluation, ce qu'on appelle la réévaluation de l'écriture par delta, c'est ça, c'est la réévaluation de l'ordre, de la possibilité de l'ordre, de l'articulation entre les verbes. Ça veut dire que les signifiés ne correspondent pas à un signifiant, mais c'est l'effet de cette articulation entre signifiants. Donc il n'y a pas les triangles, non, les triangles sémantiques. Donc Derrida, il dit clairement, le problème c'est la distinction entre phonétique et non phonétique, c'est ça qu'il met en question. Donc si on veut pas, justement, si on veut mettre en question cette distinction, est-ce qu'on ne peut pas déterminer si l'écriture de l'autre est comme non phonétique alors qu'elle est phonétique? C'est ça, c'est difficile. Moi, il dit que phonétique ne veut, une lettre n'a jamais représenté un son. Oui. Ça, c'est une illusion. C'est ce qu'il appelle l'illusion transcendantale inhérente au langage, à l'écriture linéaire phonétique. Mais donc pour moi, si pour moi on impose à d'autres langues d'être phonétique, pour moi en fait, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression qu'en fait on va adopter cette illusion et la projeter sur d'autres systèmes, quoi. J'ai dit, je pense que c'est important parce que justement, les mythes de l'écriture chinoise comme une écriture non phonétique, c'est-à-dire idéogrammatique, qui se passerait complètement de la langue, c'est un mythe qui est tellement ancré qu'il faut les casser. Une façon de les casser, c'est justement de dire que les phonétiques, pour montrer qu'aussi bien dans l'écriture chinoise que dans l'écriture phonétique, on a des effets de linéarisation. L'écriture chinoise, elle est linéaire, je pense que c'est démontrable dans l'écriture, enfin, dans la linéarisation telle que les rois Guan en parlent, et dans les deux cas, enfin, l'écriture chinoise, juste une statistique, 92, 93, 94 des caractères chinois contient une référence explicite à la prononciation du mot. Oui, mais donc, ça, pour moi, c'est... Que c'est aussi inexact. Ça ne fait pas pour autant d'elle une écriture alphabétique au sens... Pas alphabétique, ça c'est sûr, oui, parce que elle n'est pas composée de lettres. Oui, voilà. Elle ne se base pas dans l'analyse de la langue. Mais ça, c'est important aussi parce que Stigler, quand il reprend ces questions chez Derrida, il ne parle plus d'écriture phonétique et linéaire, il parle d'écriture alphabétique. Ouais. Donc ça, c'est pour ça, je pense qu'il ne peut pas soutenir, mais peut-être qu'on peut le faire en modifiant le sens des mots, mais il ne peut pas soutenir que l'écriture chinoise est alphabétique, puisque, comme tu viens de le dire, elle n'est pas alphabétique. Donc, mais l'écriture alphabétique, elle n'est pas alphabétique non plus, c'est ça. Bah, elle est quand même composée, tout dépend de ce qu'on entend par alphabet, mais disons qu'elle est composée d'éléments qui sont, disons, pour qu'émerge un faisceau de sens, il faut que les différents éléments que sont les lettres soient associés dans ce qu'on appelle un mot. Voilà, ce qui n'est pas le cas dans l'écriture chinoise, par exemple. On n'a pas des éléments comme des lettres qui doivent être associés dans une unité supérieure qui s'appelle un mot. En ce sens-là, elle n'est pas alphabétique, voilà. Mais c'est un sens enfin, je veux dire, très minimal, quoi. Mais c'est simplement que, voilà, moi, enfin, je m'interroge juste sur la nécessité quand même de les distinguer, ces systèmes. J'ai juste une question descriptive, des connaissances de l'autre. Oui, j'avais une question, mais encore une fois, là aussi, très technique. Les caractères de divination qu'on a sur les carapaces de tortue, donc je ne sais pas s'ils sont à l'origine, comme on dit, de l'écriture chinoise, eux étaient phonétiques. Ouais, largement. Largement. Pas la totalité, il y a des pictogrammes, il y a des idéogrammes, mais largement, et la découverte, parce qu'à peu près 2/3 sont pas encore déchiffrés, et, enfin, on ne les connaît pas, et la tendance, quand on parle avec les paléographes qui font ce travail, c'est qu'ils découvrent que c'est beaucoup plus phonétique qu'on ne le pense, qu'il contient d'éléments phonétiques, bien sûr. Parce qu'au-delà de Nicolas Ferré, au XVIIIe siècle, je comprends, mais il y a des analyses plus récentes, bien sûr, en France, qui disaient qu'on n'était pas phonétique. C'est pour ça que il faut voir l'auteur. Oui, d'accord. Mais bien sûr, phonétique ou pas phonétique, il faut mettre on les met en question. Mais là, je pense que c'est une question simplement descriptive. Disons, si on accorde à l'écriture alphabétique une capacité quelconque de représenter, à l'écriture alphabétique, une capacité de représenter la voix, même si c'est l'imparfaite et si elle n'est jamais pure, je pense qu'il faut reconnaître la même capacité à l'écriture chinoise.
faute de quoi Mais je pense que cette conception représentative du langage, elle est problématique pour Derrida. C'est juste ça que j'essaie de dire. Oui, ça, je suis d'accord. Je pense que Derrida, il casse complètement. Oui, là, je suis complètement d'accord. Je pense que chez Derrida, la notion d'écriture idéogrammatique ne tient pas. Il l'a déconstruit. Ça ne tient pas. Donc là, je suis d'accord. Ni idéographique, ni phonétique au sens classique. Ouais. Le signe ne représente pas. C'est ça, et c'est ça qui, ça vient de Laurent Gourand. Moi, j'ai peut-être une provocation pour toi à propos de l'idée de donner en adoption l'Europe. Est-ce qu'on ne fait pas déjà à travers Bon, d'abord, disons, sur le plan empirique, on va dire en vendant des titres souverains de la dette. Et est-ce qu'on ne fait pas en mondialisant qu'est-ce que l'argent en fait? Est-ce que, n'est-ce pas, une sorte de sublimation au contraire de ce que peut-être quelqu'un pourrait penser d'une idéalisation, n'est-ce pas un signifiant idéalisé au plus haut point, et n'est-ce pas une invention impériale plus ou moins chrétienne, voilà. N'est-ce pas, je ne sais pas, mais n'est-ce pas une invention spécifiquement européenne, chrétienne, et est-ce que le fait de, voilà, est-ce que donner une adoption de l'Europe ne voudrait aussi pas dire, est-ce que la financiarisation et le partage de la mise en communication de la dette en économie, je veux dire, n'est-ce pas une manière plutôt perverse par rapport à ton intention peut-être de donner une adoption de l'Europe? N'est-ce pas un cadeau empoisonné peut-être, je ne sais pas dans quelle direction on pourrait amener la question, mais voilà. Plutôt que par la langue, par l'argent, mais l'argent ne serait-il pas l'argent, voilà, l'histoire de l'argent que les accords, surtout notamment, n'est-ce pas, une histoire, et je me le demande, chrétienne, voilà. Vous verrez que dans toute rétention tertiaire, dans tout texte du corpus, il y a déjà une ouverture à l'avenir, une sorte de dette envers l'avenir, et dès qu'on l'adopte, on prend la dette. Je pense que quand il parle de la dette de l'adoption là-bas, il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là. Ouais. Je ne le sais pas, en suivant la question économique, parce que je ne connais pas exactement l'histoire de l'argent. Or, il me semble que l'argent n'existait aussi ailleurs qu'en Europe. Mais pourquoi pas? Je pense que oui, ça serait peut-être n'importe quelle adoption. C'est sur la base d'un cadeau empoisonné. Ah oui, d'accord. Bien sûr. C'était une provocation. Oui, je vois. Voilà. J'ai une question à indiquer. Merci beaucoup pour votre exposé. Alors, j'ai une question très générale sur le rapprochement que vous avez fait avec Stigler et Patočka. Parce que moi, je travaille sur Patočka depuis un moment et j'ai lu Stigler évidemment après. Et j'ai eu toujours cette intuition de mobiliser les outils théoriques de Patočka pour mieux comprendre Stigler, surtout quand il parle de ce double redoublement épocal. Et je vois bien aussi que le rapprochement que vous avez fait entre une lecture de Geisel heideggerienne, entre techno-civilisation chez Patočka et qu'est-ce qu'on voit sur Stigler. Et ma question c'est que, y a-t-il une limite dans cet rapprochement quand on parle de, surtout chez Patočka, une solidarité des ébranlés? Je pense que c'est ça qui a venu à mon esprit, parce que c'est une solidarité qui provoque des savoirs faire et des savoirs théoriques, parce que qui neutralise en même temps l'idéologie dominante, on va dire, ou des savoirs dominants. Alors que quand je lis Stigler, je comprends bien qu'est-ce que ça veut dire transindividuation, et vous avez surtout souligné l'importance de individuation of thinking. Mais il n'y a pas cette notion de solidarité. Il me semble qu'il ne serait pas très d'accord avec Patočka sur la question de solidarité. Donc du coup, je voudrais demander votre avis sur la différence entre, d'un part, il y a une transindividuation qui provoque aussi des savoir-faire et des savoirs théoriques. Et de l'autre côté, on voit un phénoménologue comme Patočka qui essaie d'établir cette relation par l'émergence d'une communauté historique, par la notion de solidarité. D'ailleurs, que cette solidarité peut être aussi un pharmacon, parce que si c'est mécanique et organique, ça peut être une autre manière de l'instrumentalisation de l'homme, mais si c'est
je veux dire phénoménologique au sens de Patočka, là, il peut provoquer des savoirs théoriques. Voilà, c'était ça ma question. C'est quoi votre avis? Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de Patočka. Ce qui m'intéresse, c'est son discours sur le post-Europe. Et je pense qu'il y a quelque chose qui... bien sûr, Patočka a une expérience très particulière historiquement. Et, mais quand il parle de post-Europe, pour lui, ça veut dire que l'Europe n'est plus la force ou le pouvoir dominant après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et donc, pour moi, je pense que c'est une réponse à Husserl. Lorsqu'il était élève de Husserl, il est allé à Göttingen pour étudier avec Husserl après la première rencontre à Paris. Voilà. Et donc c'est une réponse à Husserl. Et je pense qu'il restait toujours un élève de Husserl. Et bien sûr, il était aussi influencé beaucoup par Heidegger. Et donc pour lui, comment peut-on imaginer l'avenir de post-Europe? L'Europe n'est plus le pouvoir dominant. Voilà. Et donc pour lui, il s'agit aussi d'analyser les problèmes de la technocivilisation. Et ces questions-là, je pense que c'est toujours pas clair chez Patočka. Par exemple, dans le chapitre, j'ai oublié le titre de ce livre en français, mais là, il a demandé est-ce que la technocivilisation et la décadence... Le livre de essai hérétique. Voilà. Est-ce que la technocivilisation, c'est la décadence de l'Europe? Il a essayé... ça j'ai posé les questions. Voilà, il a essayé de montrer, oui, jusque vers la fin, il a dit, mais peut-être ça, c'est pas une question, ça, c'est pas une bonne question. Ou c'est pas une question, peut-être c'est une question mal posée. Voilà, lorsque, avec la technologie, on a accéléré pas mal de choses dans notre vie publique, par exemple. Donc, moi, je pense pour... chez Patočka, la question de la technique n'est pas décisive, ou même c'est une question qui est sous-estimée, voilà. Qui n'est pas pareil chez Stigler, lorsque la question de la technique est centrale. Quand Patočka essayait de répondre à la décadence de l'Occident, il a essayé de retourner à Platon. À la lecture des classiques, voilà, en montrant qu'il faut revenir à la question ou à la manière de prendre soin, voilà, donc de prendre soin de l'âme. Et comment peut-on prendre soin de l'âme? Le rôle de la technique dans ce processus de prendre soin de l'âme. Et il n'a pas répondu. Et moi, je pense que Stigler, il a essayé de répondre en disant que pour prendre soin, c'est dans l'âge classique ou antique ou même moderne, il s'agit de comment organiser les techniques, par exemple, les nouvelles, l'invention, organisation des techniques par organologie, la question de l'organologie. Pour moi, ça c'est la grande différence entre les deux. Oui, je comprends. Ce qui m'a venu à l'esprit, en fait, quand vous avez parlé aussi, parce que quand il parle de sous-civilisation, d'ailleurs, il dit la sous-civilisation qui efface toutes les différences culturelles, il dit c'est en absence d'époque. Patočka dit ça, juste après le texte que vous avez cité. C'est là que j'ai eu dans ma tête de ce rapprochement, en fait. Comment, c'est parce que on va dire ces deux phénomènes qui qualifient une époque,
comme d'absence d'époque, et essayer de voir quelle serait la solution. La solution de Patočka, c'est une espèce de solidarité, solidarité qui provoquerait des théories, des savoirs théoriques. C'était là le rapprochement. Bah oui, c'est aussi de revenir à l'histoire. Exactement. C'est revenir à l'histoire. Dans l'histoire, on trouve par exemple le peuple. Ça, c'est aussi la méthode, je dirais la méthode de Heidegger. Heidegger, il a fait la même chose, pour revenir en grec, pour réinventer la pensée, par exemple. Ça, je pense qu'on peut le trouver chez Patočka. Mais Stigler, c'est pas, il n'a jamais dit facilement que, non, c'est pas facilement, il n'a jamais dit que revenir à l'histoire trouvait la solution. C'est pas la proposition de Stigler. Voilà. Mais c'est très important de relire tous les classiques. Oui. Voilà. Oui, Benny. Ma question c'est pour Hector. Merci pour ton exposé parce que ça, je trouve qu'il est très intéressant. Donc je vais revenir à mes petites obsessions classiques. Et je me demandais en fait si on ne pouvait pas justement penser cette altérité, indépendamment de la différence culturelle, à partir d'auteurs qui sont des auteurs européens certes, mais qui justement ont essayé de penser en deçà en fait du langage, en deçà de cette question, comme je dirais Bergson, et on parlait de Schopenhauer tout à l'heure, et je me demandais si on ne pouvait pas, qui essaye de revenir finalement à, peut-être Spinoza aussi, je ne sais pas, qui essaye de revenir à quelque chose qui serait universel au sens où c'est de la matière, où c'est un flux matériel, mais en même temps qui s'inscrit ou qui se traduit toujours dans des infinis, dans des différences. Et voilà, en fait, je voulais juste oui, pour moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Et disons, j'ai développé ma recherche. Je pense qu'elle portera justement sur la question de comment est-ce que, par exemple, la différenciation entre un groupe a lieu. Voilà. Quelle est la base de cette différenciation? Enfin, il y a la question de l'individuation, bien sûr. Mais là, je pense que ça demande d'aller, par exemple, du côté de l'animal. Je pense que c'est une démarche nécessaire. Et dès qu'on va du côté de l'animal, on va inévitablement plus loin. C'est ce que je pensais, en fait. Je pensais au corps, en fait. Et tout à fait. Au vécu du corps. Et ce vécu du corps, il est pour tous les vivants, finalement. Enfin, il est à chaque fois différent, mais quelque chose qui nous rassemble, et voilà, et après ça se décline. Moi, ça m'intéresse, bien sûr, un horizon pour moi aussi. Ouais. En fait, vas-y. Non, enfin, en fait, j'aurais une question à Youk, parce que, comme tu le sais, je suis partant pour ton projet de la philosophie post-européenne, de l'avenir post-européen de l'Europe. Et j'adore ce texte de Bernard, La peau de chagrin. Mais en fait, mon problème est surtout à cette époque où l'Europe est déjà entrée à la Troisième Guerre mondiale, peut-être, hein, c'est que quand on dit l'Europe c'est la philosophie, on dit que l'Europe c'est la France et l'Allemagne. C'est-à-dire, ce texte a pour titre ou pour sous-titre l'accident franco-allemand. Voilà, donc peut-être la question est de savoir comment réinventer l'Europe dans cet avenir post-européen, et notamment face à la guerre, que l'Europe, dite occidentale, ne veut pas tellement reconnaître, hein, parce que, c'est très complexe. Hein, donc, voilà, donc si l'on se rapporte à l'Europe en tant que communauté politique, on ne découvre pas vraiment la philosophie, mais on découvre la poésie. Parce que qu'est-ce que c'est la communauté européenne? C'est un projet poétique plutôt qu'un projet philosophique. C'est une communauté philosophique en tant qu'un projet politique, parce que les fondateurs, c'était des poètes et pas des philosophes. Voilà, donc la question serait de savoir quelle nouvelle poésie pour l'Europe dans ce projet de l'Europe après l'Europe. Hein.
Oui, ça c'est, je pense, la question la plus difficile à répondre aujourd'hui. Moi je pense, lorsque ce matin j'ai entendu, pendant la discussion, on a beaucoup parlé de l'État, de droit, tout cela. Et en fait, il y a aussi, Sarah a fait référence à travail de partenaires, tout cela. Et aujourd'hui, je pense que pour moi, en fait, aujourd'hui, si on pense à la souveraineté, elle est définie par le pouvoir computationnel. Voilà, c'est-à-dire que la souveraineté de l'État est partiellement et de plus en plus définie par le pouvoir computationnel. Bien sûr, y compris aussi le territoire, ce qu'il a dit, transmis, mais surtout le pouvoir computationnel. 2017, le 1er septembre, quand Poutine a donné une parole à tous les étudiants, jeunes étudiants de la Russie, il a dit ce qui est plus avancé dans l'intelligence artificielle va dominer le monde. Voilà, ce qui est plus avancé l'intelligence artificielle va dominer le monde. Et donc pour cela c'est que moi je pense que c'est plus que jamais la souveraineté d'État est définie par le pouvoir computationnel. Et donc maintenant, si on regarde ce qui se passe en Chine, en Inde, au Japon, en Europe, en Allemagne, tout cela, on parle toujours de comment accélérer l'intelligence artificielle. Ça, c'est le champ de bataille entre les différents pays, différents États, par exemple. Et cette concurrence, où il va nous amener, où il va aboutir. L'apocalypse. C'est la fin. Voilà, c'est-à-dire que la concurrence entre tous les États, c'est sur le pouvoir computationnel. À la fin, on va arriver à une idéologie transhumaniste, c'est-à-dire que il y a certains pays qui va arriver plutôt à la singularité. Et avec la singularité, il va développer plus d'intelligence. Avec plus d'intelligence, ils vont conquérir les autres pays. Ça, c'est une idéologie politique dans le transhumanisme, mais malheureusement, c'est dominant aujourd'hui. Et nous sommes tous dans cette concurrence. Voilà. Et c'est pour cela que je propose, depuis quelques années, j'ai proposé de parler de la question de la technodiversité. C'est-à-dire qu'au lieu de se mettre dans une concurrence d'une technologie, d'une monotechnologie, comment peut-on ouvrir les autres possibilités? La question de la technodiversité. La technodiversité est aussi la fondation de la nulle-diversité. Lorsque sans technodiversité, il n'y a pas de nulle-diversité. On le sait clairement, et on sait ça. Depuis la deuxième moitié du 19e siècle. Et sans technodiversité, en fait, on ne peut pas parler de la biodiversité. Donc, pour moi, l'enjeu aujourd'hui, si on peut parler de la diversité, c'est la biodiversité, la nulle-diversité et la technodiversité. Tout à l'heure, quand j'ai répondu à la question à la commentaire de Francesco, en fait, j'entends de dire que l'analyse de Derrida montre qu'en fait, il y a deux différentes sortes de technologies d'écriture. Il y a deux techniques qui ne sont pas réducibles.
une écriture alphabétique qu'on trouve en Europe, par exemple, qui repose sur le métaphysique de la substance, par exemple, ou une écriture idéale ou des pictogrammes qui reposent sur un système de relations. Mais tout cela, selon mon interprétation, on peut dire qu'il y a en fait deux sortes de techniques. Et comment peut-on comprendre ces deux différents types de technologies? Et de quoi est-ce que ça c'est ce que j'essaie de montrer de mon travail, le concept de cosmotechnique. C'est-à-dire qu'il y a une pluralité de cosmotechniques. Lorsque, si on regarde les pictogrammes chinois, en fait, il s'agit de relations entre les différents êtres. La relation entre l'homme et l'humain et non-humain, l'humain et les objets, par exemple. Et qu'on n'a pas trouvé, par exemple, dans l'écriture alphabétique en Occident. Il y avait une technodiversité, mais la technodiversité, on peut trouver dans l'histoire, n'est plus suffisant à nous aider à repenser une technodiversité de l'avenir. C'est ça le problème. Le problème chez les philosophes de philosophie comparative, là, moi je ne suis pas comparativiste, lorsque pour moi c'est... Des fois je pense la philosophie comparative tue la philosophie, détruit la philosophie. Donc ça c'est pour moi c'est l'enjeu. Comment peut-on développer un langage plus systématique de la technodiversité? Et ça c'est un travail énorme. D'abord on peut retourner à l'histoire. Par exemple, pour découvrir les différentes cosmotechniques, par exemple en Amérique du Sud ou même en Europe. Lorsque l'autre jour, là, il y a un chercheur de Norvège m'a parlé de redécouvrir les techniques anciennes. Là. Et ça, c'est une possibilité. Il y a une autre possibilité, c'est de questionner les technologies contemporaines qu'on utilise, le Facebook, les réseaux sociaux, tout cela. Et donc ça, c'est le travail de Bernard depuis longtemps, de développer les alternatives. Mais tout cela, il faut avoir un discours plus systématique. Voilà, et moi, j'essaie de travailler là-dessus sur la question de la technodiversité. Donc c'est ça ma réponse à ta question. Merci beaucoup. Bon, alors c'est l'heure de clore la session et en fait clore le colloque. Voilà, donc merci beaucoup à vous tous et toutes. Oui, non, je voulais juste effectivement remercier tous les intervenants, te remercier Hector, remercier aussi Élise, François David Seba, Michel Frykowski et aussi Christian Mrazilevich, pardon, pour la prononciation détestable, et Simon Daudeville qui ont filmé, enregistré les différentes interventions. Donc merci beaucoup à eux qui l'ont fait bénévolement. Et, voilà. Mais de toute façon, je pense que nous devons tous et toutes remercier Anna Lombert, parce que c'était elle qui était le spiritus movens de ce colloque. On se dit entre nous que la pensée ne passe pas, n'est pas au ciel des idées, ni dans le cerveau de tel ou tel cerveau, mais elle passe entre les cerveaux, mais quand même c'était toi qui a permis, qui a rendu possible cet événement. Voilà. Bravo. Merci.